99. Et oui, aujourd'hui, c'est l'épisode 99 que j'ai le plaisir de vous proposer dans le podcast Happy Personal Shopping. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis fière de pouvoir vous le proposer. Car comme je vous l'annonçais, j'ai le plaisir d'avoir une invitée pour cet épisode 99. Cette invitée, c'est une personne qui a énormément compté au moment où j'ai lancé mon blog en 2009. Bulle de mode est née à l'époque où on ne parlait pas encore d'Instagram, parce qu'il n'était pas encore né. Forcément, c'est avec un peu de nostalgie que je vous présente cette invitée, car la personne que j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui, c'est Louise Ebel, alias Pandora, une des blogueuses mode qui a énormément participé à façonner ma vision de la mode, qui m'a permis de lancer mon propre blog et qui m'a fait rêver avec ses tenues et ses photos incroyables. Alors merci Louise d'être venue, d'avoir partagé avec nous, et c'est tout l'intérêt de cet épisode de podcast, ton parcours d'entrepreneur. Car ce n'est pas un sujet qu'elle évoque beaucoup, alors j'ai d'autant plus de plaisir et de fierté à vous proposer cet épisode unique. Voici Louise Ebel dans le podcast Happy Personal Shopping pour fêter cet épisode 99. Bonne écoute et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Louise, c'est un très Bonjour. grand plaisir de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Eh ben, merci de m'inviter pour dire des choses. On verra si elles sont intéressantes. Écoute, moi j'en suis sûre en tout cas parce que tu fais partie, comme je te le disais juste avant, des personnes que je suis depuis super longtemps. J'ai découvert ton blog quand j'ai lancé le mien en fait et tu as toujours été une source d'inspiration de folie. Donc on parle de 2009 là. Ouais, vive les blogs. Franchement, les blogs, ça me manque quand même, hein. C'est vrai? Ouais, moi j'aimais bien. Moi aussi j'aime bien. Moi, je continue le mien, mais toi le tien, je crois que tu l'as arrêté. Le mien, c'est pas que je l'ai arrêté, c'est qu'en fait, j'ai pas pu renouveler j'ai oublié un moment de renouveler l'abonnement. Je me dis: «Ah bah, je le ferai plus tard, c'est pas grave» et puis, à force de le faire plus tard, en fait, ce que je savais pas, c'est que du coup, bah, ça efface tout. Oh, t'as tout perdu? C'est ouais et du coup, bah, j'essaye de pas être trop triste parce que en fait, enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? J'essaye de me dire, «Vas-y, c'est pas grave, les photos, je les ai toutes, elles sont sur mes ordis, mais ouais, ça c'est pas cool». Donc bon, je veux pas trop m'attacher aux choses du passé, donc je me dis: «OK, tant pis». Bah Mais sinon, sachez-le, quoi, j'ai une astuce que pour toi. ouais? Tu connais le site Wayback Machine? Oui, mais il y a pas tout, tu vois? Tu as Ouais, quelques trucs, mais tu as pas ouais. tout. Non, non, ça c'est sûr, t'as pas tout quoi. Puis enfin, tellement de travail en même temps, hein. C'est la vie! Exactement. Alors donc je disais que c'est grâce à ton blog que je t'ai découverte. Tu m'as beaucoup inspirée dès le début parce que tu faisais partie des blogueuses qui ne faisaient pas comme toutes les blogueuses mode de l'époque, c'est-à-dire que celles qui se prenaient en photo avec les pieds en dedans, et cetera. Ah, je le Toi, fais tu aussi, racontes. hein. Oh, pas tant que ça. Ah si, 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 si. Si, si, si. Si, si, je t'atteste que je le faisais aussi, hein. Moi, j'avais pas l'impression parce qu'à chaque fois que tu racontais une histoire. Oui, c'est gentil, mais j'étais pas la seule à raconter des histoires quand même, hein. Il y avait Alix aussi, Cherry Blossom Girl qui moi, c'est elle qui m'a inspirée à faire mon blog, à la base, non, non, j'étais vraiment pas la seule à raconter des histoires, et je posais aussi les pieds en dedans. Par contre, j'avais un univers peut-être un peu atypique, c'est certain, qui parlait aux gens qui sont atypiques. Après, tout le monde est atypique à sa propre manière, mais voilà. Enfin, en tout cas, bah, tu cites Blossom Girl. En fait, c'est les 2 personnes, toi et elle, que je suivais, de Ouais, manière continue, tu vois? Donc c'est ouais, les moi 2 j'aimais personnes bien. atypiques. C'est elle qui m'a montré que c'était possible et je me souviens quand j'avais découvert son blog, j'ai dit: «Mais c'est génial!» Je crois que j'y suis retournée il y a pas longtemps d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'en ai rêvé
Et j'ai eu besoin d'aller sur les archives pour regarder un peu. Et ça nous paraît tellement simple aujourd'hui parce on est noyé dans une avalanche d'images avec Instagram. On a tout vu. Tout le monde s'est mis en scène dans des manières les plus incroyables possibles. Et forcément, ça paraît simple, mais à l'époque, c'était incroyable que quelqu'un fasse ça. Enfin, fasse ses propres shootings photos. Et en plus, elle avait quand même super bon goût et des jolis décors et tout. Et c'était trop chouette. Et c'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est que enfin, ça m'inspire plus, en fait, les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien retrouver ce sentiment-là. Parce que pour le coup, on n'a pas retracé ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc aujourd'hui, ce que tu Ouais. fais? Alors, ça va être long. En fait, moi, donc j'ai étudié l'histoire de l'art. Et quand j'avais, je pense, je sais pas, 18, 19 ans, un truc comme ça, même peut-être 18 ans, ma mère qui travaille à l'Institut français de la mode, elle est directrice adjointe de l'Institut français de la mode, comme elle savait que à l'époque, j'étais intéressée par l'histoire de la mode, plus que l'histoire de l'art. Et elle m'a présenté Florence Muller, qui donnait des cours à l'Institut français de la mode et qui est une immense historienne de mode. Je pense que même pas besoin de Elle la est présenter. géniale. Ouais. Voilà, mais pour les néophytes, Florence Muller, c'est elle qui fait l'expo Dolce Gabbana, qui a fait l'énorme exposition Dior, Expo Saint-Laurent, enfin tous les grosses expos sur la mode, c'est Florence Muller. Et il n'y en a pas tant que ça à Paris parce qu'elle tourne juste dans le monde entier, quoi. Bon, à l'époque, voilà, elle était à Paris. Et en fait, elle avait un blog dans lequel elle chroniquait un peu les défilés, les trucs. Et elle m'a dit, bah écoute, je pense qu'elle a dû trouver touchant mon intérêt pour des trucs comme Poiret, tu vois, c'est toute jeunette. Et elle m'a dit, bah si tu veux, moi j'ai besoin d'une stagiaire. Donc, elle m'a invitée à aller à quelques défilés à sa place pour ensuite faire des articles. Et en fait, au même moment à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le street style. Alors, ça fait dinosaure et je pense que tous les jeunes ne savent pas ce que c'est. Mais avant d'avoir avant de se prendre nous-mêmes en photo sur les réseaux, il y avait ce truc où tu avais des gens dans la rue qui prenaient en photo les gens stylés. Et en fait, les défilés à l'époque, c'était une autre, enfin, toute autre chose parce que, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que personne n'était habillé par la marque. Peut-être, je sais pas, peut-être les journalistes, mais je suis même pas sûre. Ou les célébrités, mais c'est tout. Et donc, les gens arrivaient avec un style. Et si tu étais stylé et que tu allais à un défilé, tu pouvais te faire repérer. Alors après, c'est devenu énorme. Tu as des gens qui venaient stylés juste devant les défilés, tu vois, sans être invités. Mais d'ailleurs, ils ont tout à fait raison. Et du coup, moi, je sais pas, on m'a trouvé stylée apparemment dans ces défilés. Et j'ai commencé à être prise en photo par des gens qui avaient genre des millions et des millions de lecteurs. Pourtant, quand je revois les photos, mon style était hyper simple. Sauf que, en fait, aujourd'hui, on a accès à tellement de choses en matière de mode que du coup, bah, tout le monde peut être extravagant. Et d'ailleurs, c'est génial. Moi, je préfère. Mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose quand même, hein. Donc, quand je vois les looks avec lesquels j'étais pris en photo à l'époque, c'est genre, c'est ultra basique. Mais voilà. Et donc, moi qui lisais ces blogs-là, j'ai souvenir j'habitais encore chez mes parents à l'époque, d'être là dans l'ordi qui était dans le couloir et de voir apparaître ma tête sur ces sites-là. Et j'étais genre, ah ouais, quand même. Comme ça, il y en avait un, c'était le sartorialiste, il était hyper connu. Et ce mec-là m'avait pris en photo, je crois que c'est une des premières photos qu'on a fait de moi. Et je me sens de me dire, ah, il avait plein de poches dans sa veste. Tu crois que ça pourrait être le sartorialiste et tout? Parce que moi, je savais pas qu'il me prenait en photo. Et puis, je sais pas, le soir même ou le lendemain matin, je vais sur le blog et là, je me vois. Et je vois genre 200 commentaires et je fais genre «Ah». Et c'est trop bizarre. Parce que à cet âge-là, c'est trop bizarre. Hem Et donc après, bah, ça a été boule de neige. Il y en a un qui m'a pris en photo, ils m'ont tous pris en photo et à la fin de la saison, j'étais internet famous, ce qui est absurde. Ça a duré, je sais pas, 1 ou 2 saisons comme ça et puis, on me disait: «Mais il faut que tu ouvres un blog, faut que tu ouvres un blog» et moi, typique de moi, genre syndrome de l'imposteur, mais non, je l'ai quand même fait et puis, bah, il y a, des blogs qui étaient très connus à l'époque, qui ont fait des articles pour dire: «Oh ça y est, elle a un blog, regardez» et tout, enfin genre trop facile et mais c'est bon là, pardon, je suis en train de m'attarder sur le blog, donc il faudra peut-être que j'accélère C'est après. très bien, Mais t'inquiète. en fait, le truc, c'est qu'après, il a plutôt fallu conquérir le public parce que je faisais vraiment des photos, alors aujourd'hui, tout le monde dirait: «C'est génial, c'est tellement indie, Lise et tout», mais c'était vraiment fait avec le cul et donc je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'abonnés puis ensuite, je pense du coup, ils ont peut-être été un peu déçus et j'ai dû reconquérir et ça a été une période assez galvanisante de commencer à travailler avec des vrais photographes. J'ai rencontré Pauline Darley
qui je suis toujours amie, qui fait des photos extraordinaires. Et ça a été un énorme plus. Voilà, donc on a commencé à faire ces shootings photos ensemble et à mutuellement s'aider en fait à percer. Euh, et puis, je me suis retrouvée au bout de plusieurs années avec des millions de lecteurs. Voilà. Et puis, j'ai commencé à gagner ma vie avec ça parce que d'un coup, les marques sont arrivées, les agences sont arrivées et c'était genre, waouh, il y a du bif à se faire, on arrive sur le truc. Et nous, on était complètement naïfs et on s'est bien fait rouler d'ailleurs. Je préfère pas trop savoir, mais je crois qu'on s'est bien, bien fait rouler. Voilà. Et c'était pas cool d'ailleurs d'être en agence. Mais bon, et en fait, en parallèle, moi, j'étais toujours étudiante en histoire de l'art. Et j'avais d'ailleurs, un de mes tout premiers articles, je crois que c'est un article d'histoire de l'art. J'avais des articles sur des expos, des musées, mais les musées, ils voulaient pas entendre parler de nous. Et hier, j'étais au musée de la vie romantique. On va faire une collaboration avec eux, avec mon ami Christopher, et on a visité le chantier. Et c'était un truc de ouf. J'arrêtais pas de penser à. Je voyais encore les photos qu'on avait fait avec Alix, Cherry Blossom Girl, et c'était genre. Et, et les gens étaient venus nous voir, genre, mais vous faites quoi? Est-ce que vous avez le droit et tout? Et là, genre, on est invités, enfin, à voir les trucs où personne n'a accès. Enfin, c'est trop cool. Mais bref, à l'époque, les musées, ils étaient genre, non. Et donc, je continuais ça. Ensuite, il y a eu ce moment où, un peu difficile. Alors, déjà, bon, parce que du coup, autant peut-être que je prenne le temps de raconter tout ça, ça évitera de revenir plus tard. Moi, ce que j'ai pas aimé avec les blogs, c'est que, donc, à un moment, mon style est devenu assez à la mode. J'ai eu ce truc de vent en poupe où avoir le truc vintage façon moi, c'était un peu une trend. J'ai eu pas mal de copycats, c'était assez drôle aussi. Et puis, cette trend est passée. Et donc, les gens pour qui c'est pas une trend, comme toi, comme moi, sont restés. Mais il y a aussi je dis pas que j'ai eu moins de lecteurs, parce que tu avais aussi à l'époque, tu avais des gens qui venaient lire mon blog par défaut parce qu'on n'avait pas un énorme choix. Puis après, tu avais tous les haters aussi. Parce qu'il y avait des blogs entiers avec genre 1000, 2000 commentaires qui disséquaient de manière atroce tout ce qu'on faisait et des forums et tout. Et évidemment, comme on était maso, on les regardait, quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, voilà, la mode est arrivée vers quelque chose de un peu plus normal. C'était cette période que vraiment j'ai haï et qui va sûrement revenir à la mode parce que ça va faire 20 ans, qui est la période des boyfriend jeans, des Isabelle Marant, tout ça, c'était pas moi du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'étais dans des agences et j'entendais tout le temps, il faut être accessible, tu es trop niche, tu es trop intello, le client ne se projette pas, blablabla. C'était vraiment une souffrance parce que surtout à cette époque, moi, je me suis encore plus radicalisée dans le vintage parce que c'était le moment où il y avait le burlesque qui arrivait, qui explosait. Moi, j'adorais ça, j'étais à donf dans le vintage. Et j'avais à la fois envie de persister dans cette niche tout en sachant que j'étais en train de saborder ce que je faisais, quoi. Et on le disait. Donc, c'était pas facile, facile. Et puis là-dessus est arrivé Instagram. Et moi, j'ai pas du tout fait le tournant. Parce qu'en fait, l'énorme différence qu'il y avait entre moi et les autres blogueuses, c'est que les autres blogueuses, elles faisaient leurs propres photos. Moi, je bossais avec des photographes pros. Donc, du coup, quand il a fallu faire exporter son contenu soi-même, moi, j'avais pas le niveau photo, en fait. Donc, je faisais des photos pour Ave et puis j'avais pas compris Instagram, comment ça marchait. Forcément, ça pouvait pas me plaire, il n'y avait pas de légende. On postait le quotidien. Or, moi, mon quotidien, j'avais pas envie de le partager. Je le partage toujours pas d'ailleurs. Et en fait, ça a été un peu compliqué, ça a un peu périclité, mais je gagnais toujours ma vie, tu vois. Mais c'était toute une longue période de remise en question, même d'errement stylistique. Je savais pas trop où on était. Dans ma vie, ça allait pas très bien. Bref, Euh, ça a duré ouais, quelques années jusqu'à ce que, je sais pas, genre, je me rends pas compte, peut-être 5 ans, un truc comme ça. Là, on doit être vers 2000, en gros, 2012, c'est le moment où Instagram arrive et ça. Et jusqu'en, je dirais, 2016, c'est bof. Et puis, le blog s'éteint doucement avec Instagram. Et puis, en 2016, je me dis, bon, euh, on va un peu. Je me sentais mieux à l'époque et du coup, oui, j'avais envie. Je me sentais plus contemporaine. C'est con, mais j'ai des périodes dans ma vie où je me sens plus ancrée dans mon époque et d'autres non. Et bien, à cette époque, je me suis sentie plus ancrée. Et j'ai été en effet accessible et plus contemporaine, mais naturellement. J'ai pas eu besoin de me forcer en fait. Mon style était comme ça à l'époque. Et là, Instagram, je l'ai vraiment pris en main et ça a remonté.
Et donc, j'ai vécu de ça jusqu'au Covid, tout en, quelque part, j'alternais entre, d'un côté, j'aime bien, et des moments où vraiment je détestais. Parce que je trouvais que c'était commercial et j'avais honte. Mais pourtant, c'était moi aussi, cette image. Mais j'avais honte de cette image. Quand j'allais à Rome, j'allais beaucoup à Rome à un moment, genre, c'était toujours gênant le moment où on me demandait, tu fais quoi dans la vie? Et j'étais genre, Et puis les gens voyaient mon Instagram et ils étaient genre, ah, mais t'es une influenceuse en fait. Il y avait même des gens qui me disaient, mais c'est pas les mêmes personnes en fait. Pourtant, j'étais genre, bah si, mais c'est juste que sur les réseaux, j'osais pas montrer mon style le plus excentrique, quoi. Je me disais toujours, comme j'avais été tellement matrixée par ces agences de merde là, qui étaient genre, faut que tu sois accessible, faut que tu sois machin, que je m'étais mis dans la tête qu'il faut que le Instagram ce soit toujours accessible et qu'après, moi, je peux me lâcher dans la vie, quoi. Ouais, plus lisse, tu veux dire. Voilà. Je réalise que j'ai pas entendu ta voix depuis 5 minutes. Je suis vraiment Je en train t'en de faire prie, un tunnel. c'est très bien, t'inquiète. Et, et voilà. Et donc, je continuais voilà, à faire des partenariats, à garder ma vie. Et donc, d'un côté, ouais, j'en avais un peu honte de ce métier, mais d'un autre côté, je me dis, avec le recul, c'était une chance immense de ne pas avoir eu à trouver un autre job, d'avoir pu vivre. Alors, je vivais pas grassement, hein, mais je vivais. Et ça, c'est quand même génial d'avoir pu. Alors, je vivais quand même avec l'angoisse là, tout le temps, de me dire qu'est-ce que je vais faire après. Parce que je savais bien que c'était pas en train de faire ça, que c'était en train. Mais à un moment, donc, horrible angoisse, ça. Et alors, là, on arrive sur les parallèles, parce que ça, c'est une voie. Il y a 3 voies, en fait, à cette époque. La seconde voie, je pense que c'est plus court, c'est à partir de 2012, j'ai été contactée par Marie-Claire Japon. Et donc, j'ai commencé à écrire des chroniques pour eux, ce qui a duré jusqu'en 2019. J'ai écrit des chroniques pour eux tous les mois. Et puis, ils ont eu au même moment ce partenariat avec la télé japonaise. Et j'ai présenté des émissions pour la télé japonaise. Donc c'était Génial. tous les 2 mois, on partait faire un voyage. C'était trop bien. L'émission, c'était vraiment très basique, très télé japonaise, c'est débile, hein. Mais c'était super. Et donc ça, c'était ma vie parallèle. Et puis ensuite, moi, je continuais mes études. J'ai fini ma licence d'histoire de l'art. J'ai en même temps de la licence, j'ai fait un truc qui s'appelle le diplôme à l'EHESS, ou sous la direction de, je sais pas comment on dit, enfin, c'est pas un chercheur, c'est enfin, il s'appelle Iversan, c'est un éminent spécialiste enfin, bref. Mais j'ai fait un mémoire immense sur un sujet qui depuis est beaucoup plus visible sur des études de genre, quoi, sur la femme au 19e et la misogynie comme forme d'expression artistique. Et moi, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était écrire des livres. Donc, en parallèle, ça m'a occupée pendant plusieurs années. En parallèle, là, on arrive vers vraiment le moment pic influenceuse, genre entre 2016 et 2019, où en fait, je fais donc ce truc assez commercial, machin. Et de l'autre côté, j'ai ma danseuse, ce qui est écrire un livre de niche que personne ne va lire. Et je pensais que ma vie, ça allait être ça, en gros, parce que j'ai mis énormément d'énergie dans ce livre, que je regrette pas du tout, hein. Mais j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas eu à côté une façon de gagner ma vie. Et puis, Covid arrive. Et là, les musées se mettent sur Internet. Et il y a des gens qui apparaissent, des créateurs de contenu culturel, comme Margot Bruckvin, comme Hugo Spini, des trucs comme ça, la Minute Culture. Et là, je me dis, moi qui avais oublié ça depuis si longtemps, je me dis, mais c'est possible en fait. Ils arrivent très bien à le faire. On peut parler de culture sur Instagram. Et du coup, je choisis de prendre le tournant. Et pendant, je sais pas, 2 ans, je vais à tous les vernissages, tous les trucs. Je me fais un réseau, je change mon contenu, jusqu'à passer à la vidéo. Et voilà. Ça fait 3 ans que je suis créatrice de contenu culturel sur les réseaux. Et j'essaye quand même de percer en dehors d'Instagram parce que j'ai bien compris que tout ça est volatile. Ça m'est déjà arrivé une fois. Instagram m'a déjà niqué mes plans une fois, j'aimerais bien qu'il ne le fasse pas une deuxième. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu es donc créatrice de contenu culturel. Voilà, ah oui, parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des gens qui ne me connaissent pas. Je fais du contenu pour les musées, les institutions culturelles, le spectacle vivant, les offices de tourisme. Voilà, donc ça consiste principalement en vidéo. Alors là, vraiment, si on parlait comme quand je parle dans la vie à des gens qui ne savent pas du tout ce que je fais, je dirais, c'est pas les vidéos que vous pensez sur Instagram. Alors sans
aucun, comment dire, Jugement? condescendance par rapport aux vidéos de forme courte. Moi, c'est vraiment du long format. Et c'est, enfin, on travaille main dans la main avec les institutions, mais aussi avec les commissaires. Enfin, tu vois, c'est du travail fouillé, recherché. Il ne s'agit pas de... c'est un vrai plus, un vrai complément d'expo, en gros. Et alors Voilà. justement, tu parles de vidéos longues alors qu'on est à l'ère du short. Ouais, Encore un truc où tu es pas dans l'air du temps? ouais. Ben, en fait, je pourrais faire du plus court. C'est juste, d'ailleurs, j'ai essayé ces derniers temps, ça marche pas. Donc, je pense que j'ai peut-être la chance, soit c'est l'algorithme, soit j'ai la chance d'avoir une communauté qui ne veut pas spécialement voir du court chez moi. Moi, je peux pas parler d'un sujet culturel en moins d'une minute. Genre, c'est pas possible, en fait. Et j'ai pas envie. Donc, c'est une forme de résistance. Après, finalement, ça marche aussi, quoi. Enfin, ça. J'ai découvert qu'apparemment, j'avais des super, même si je fais pas des stats énormes, tu vois, tu sais, quand tu fais du long format et en plus tourner à la caméra, tu ne vas jamais dépasser les 50K. Mais d'avoir une durée vue moyenne de 30 secondes à une minute, apparemment, c'est énorme. Parce que la durée de vue moyenne sur Instagram, c'est 3 à 9 secondes, il paraît. Donc, C'est voilà. ça, une minute, c'est incroyable. Et pour le coup, c'est ça aussi qui... Tu parlais de tes followers, ceux qui t'aiment et ceux qui apprécient ton contenu, donc ils accrochent pas au court, donc ça veut dire qu'ils cherchent vraiment du long chez toi. C'est aussi pour Bah, ça que c'est ton YouTube? ouais, je sais pas. En fait, tu sais, le problème, c'est qu'on sait jamais avec l'algorithme qu'est-ce que les gens décident et qu'est-ce que l'algorithme décide pour eux. Je sais pas. Mais oui, j'essaye de lancer YouTube déjà parce que moi, j'ai envie de faire du encore plus long. Je me limite sur Instagram à, je sais pas, je dirais que 7 minutes, c'est mon max, ce qui est déjà énorme, mais c'est pas le cas de toutes les vidéos. Moi, je veux aller plus loin que ça. Et en fait, j'adore réaliser. Moi qui ai commencé à bosser d'abord avec des gens qui s'occupaient de la partie technique pour moi, c'est-à-dire la photo. Enfin, c'est pas, non, c'est pas technique, c'est créatif aussi. Le faire moi-même, je réalise que j'aime beaucoup ça et qu'en fait même, je suis plutôt douée. Alors en photo, pas tant que ça. Photo, c'est vraiment sommaire. Par contre, en vidéo, je suis assez douée et j'aime bien ça, surtout que c'est quelque part, c'est un milieu très masculin, souvent, le montage, la réalisation de vidéos et arriver à, à y arriver, c'est pour moi une belle victoire. Oui, Et, puis euh, tu fais des choses et, incroyables en et vidéo. j'ai envie de continuer à faire des beaux documentaires pour YouTube, quoi. Parce que c'est pas sur Instagram. Déjà, le format comme ça, c'est moche. On a envie de faire du 16:9, quoi. Ah ouais, non mais carrément. Et puis, tu as déjà réalisé plusieurs documentaires. Quel est celui dont tu es le plus fier? Bah, là, c'est celui que je suis en train de regarder en ce moment, de réaliser en ce moment, que j'aime beaucoup. J'ai fait celui sur Artemisia à Rome qui était bien, mais il y a aussi beaucoup de... C'est parfois un peu du tournage guérilla. C'est moins... certains trucs pourraient passer à la télé, d'autres non. Là, on est en train de faire un truc avec Mister Bacchus sur le fantôme de l'opéra. J'ai commencé à monter les images, j'ai fait, ouais, ça, ah, ça claque. Ah, genre, c'est genre, ouais, là, c'est... Donc Ah, j'ai ça, hâte pour de le voir moment, c'est ça. celui que je préfère. Mais il n'est pas sorti. Et tu vas le faire si tu veux. Comment est-ce que tu t'organises pour la planification, justement? Parce que ça te prend du temps, ce genre de projet. Alors, d'abord, il y a soit une institution qui me contacte, soit plus rarement, moi je contacte quand vraiment j'adore le sujet, je fais bonjour. Ensuite, on parle, on fait des réunions, on parle de toutes les modalités. Ensuite, il y a une phase d'écriture, de recherche, d'abord de recherche. Ensuite, il y a une phase d'écriture de script. Ensuite, on tourne. Et ensuite, il y a le montage. Donc, ça peut prendre une semaine ou plus, bout à bout. Mais c'est jamais bout à bout. Enfin, il y a un jour, je travaille sur un truc, le lendemain, je travaille sur autre chose. Enfin, c'est comme ça. Mais je suis native de la Vierge, donc je suis quand même très organisée. Mais c'est aussi pour ça que j'ai assez peu de place dans mon emploi du temps, parce que tout est prévu en avance. Et, euh, et surtout, l'après-midi, à partir de, je sais pas, je dirais, il faut qu'à partir de 14 heures max, j'ai fini tout ce que j'avais à faire de mails, d'autres trucs, genre de rendez-vous, de machin, pour que je puisse avoir des très longues plages de travail pour pouvoir écrire ou monter. Parce qu'en fait, ça, si tu as juste 2 heures par-ci par-là, c'est mort. Tu as vraiment besoin de... Focus. Ouais.
Voilà. Donc, c'est comme ça que tu organises tes journées. Tu me parlais des matinées, effectivement, et des après-midi. Tu organises ton timing tous les jours comme ça? Ouais, ouais. Sinon, je peux pas m'en sortir. Le matin, c'est tout ce qui n'est pas le gros du travail. Et l'après-midi, c'est le gros du travail. OK. Et donc, quand tu donc tu te ça, si tu vois, c'est une question que peut-être se posent les personnes. En tout cas, moi, je me la suis posée. C'est comment est-ce que tu fais pour programmer ton contenu? Puisque l'algorithme et toi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tu t'en fiches un petit peu de ce que l'algorithme pense. Non, mais il Est-ce que c'est faudrait. qu'une impression? En fait, c'est que là, les vidéos, ça met du temps à se mettre en place parce que tout ce qui a commencé à être programmé, tout ça en septembre, ça va sortir au fur et à mesure. Donc, à partir de, je pense, la semaine prochaine, tout va paf, paf, paf jusqu'à janvier, quoi. Mais si maintenant, je vais suivre des jours précis d'algorithme et non, non, si, au contraire, je vais justement essayer de faire en sorte d'avoir de la visibilité là-dessus. C'est juste que là, j'avais rien à poster en fait de collaboration. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des trucs un peu par-ci par-là ou autre, mais non, non, après, ça va être beaucoup plus strict. Pour le coup, quand tu dis: Je poste pas de collaboration», ça veut dire que tous les contenus que tu postes sont liés à une marque, à une Bah, institution, quelque alors, chose? c'est pas des marques. Moi, justement, je travaille quasiment jamais pour des marques. C'est aussi, je pense, question de respect pour ma communauté. Je le fais de temps en temps parce que euh, en fait, si c'est des marques qui sont bien choisies, c'est aussi normal. Enfin, moi, je pense que les gens qui me suivent peuvent très bien comprendre que on fournit un contenu qui est gratuit et qui est quand même ultra travaillé. Si de temps en temps, on a besoin de mettre un peu de beurre dans les épinards, personne va nous en vouloir, quoi, tant que ça reste cohérent. Par contre, oui, c'est vrai que la plupart, et c'est pas un regret parce que je suis très contente d'être sollicitée et d'avoir du boulot, mais en fait, les collaborations que je fais pour les institutions me prennent tellement de temps parce que je les fais tellement sur des sujets de fond que j'ai pas beaucoup le temps de faire des sujets perso à côté. Alors maintenant, j'ai un peu, c'est ce que je viens de poster là, une soupape de décompression où je fais des petits formats perso courts où je raconte des histoires de manière spontanée, mais j'aurai pas le temps de faire les formats longs que je fais aussi pour moi. Alors j'en fais de temps en temps des sujets perso, mais là, j'en ai un, par exemple, que j'ai écrit, mais en fait, je crois que la vidéo va être tellement longue que ça va être vraiment au fur et à mesure, parce que je pense qu'elle doit faire 45 minutes, quoi. Et disons que quand je travaille pour une institution, par exemple, là, je fais un truc pour tout ce que je fais en ce moment, en fait. Un sujet, je pourrais faire 3 minutes, mais le sujet, il fait plus souvent 15 minutes. Donc, ça demande un temps fou. Et c'est pour ça que YouTube est plus adapté pour le coup. Voilà, parce que je fais une version courte sur Insta et je fais une version longue sur YouTube. Mais c'est vrai que plutôt que de faire du contenu perso, je décide de, de creuser des sujets géniaux en plus. Enfin, tu vois, genre là, par exemple, je bosse sur quoi cette année-là? Je bosse sur le fantôme de l'opéra, sur les sculptrices au 19e siècle, sur le peintre Jacques-Louis David, sur Colette, entre autres, et sur les pathologies du sommeil dans l'art. Enfin, genre, c'est trop bien, en fait. Évidemment que j'ai envie de creuser. Tu m'étonnes. Voilà. C'est toujours des sujets super intéressants aussi pour le coup. Bah, c'est aussi parce que je me suis positionnée pour être assez transparente. Moi, l'année dernière, j'ai réalisé à un moment que je faisais tellement pas de stratégie et j'ai réalisé qu'en fait, on ne me proposait pas les expos les plus sérieuses. Et je me suis dit, putain, merde, en fait, je pense que mon image, le fait aussi déjà que moi, je suis très curieuse, donc j'adorais bosser sur plein de sujets différents, mais que les grandes expos de peinture, on ne me les proposait pas. Peut-être que c'est aussi parce que j'ai, à cause de mon style, une image plus superficielle. Je ne sais pas. J'espère pas, mais ce serait possible. En tout cas, je me suis dit, mais attends, c'est dingue, j'ai une super formation. Je pense être cultivée. Alors, j'ai une opinion de moi-même assez bof, mais par contre, il y a des trucs où là, je me dis, oui, je sais que je suis cultivée. Ça, c'est non négociable. Donc, je comprenais pas, en fait, pourquoi. Et en fait, bah, je me suis positionnée, notamment en contactant Jacques Marandré pour travailler sur Artemisia Gentileschi, des trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est grâce à ça. En tout cas, là, cette saison, je ne travaille que sur le sujet en or. Génial. Et depuis, j'ai aussi appris à refuser certaines expos où je sens que ça va un peu peut-être mettre mon image différemment encore, que ça va faire un pas de côté et qu'il vaut mieux pas.
Ça, tu vois, ce que tu viens de dire, c'est super intéressant parce que les personnes qui nous écoutent, elles ont souvent ce syndrome de l'imposteur que tu évoquais tout à l'heure. Elles ont souvent cette impression que finalement, elles n'ont pas assez de stratégie pour aller jusqu'au bout, tu vois. Et Mm. que toi, tu le dises alors que tu es dans un univers complètement différent, ça ne fait que justement renforcer cette nécessité d'un moment prendre conscience de ça. Donc, Mm. merci En fait, pour il ça. faut aller chercher les choses. Moi, l'année dernière, j'étais vraiment en crise. J'étais super, parce que je suis quelqu'un de très anxieux et sensible. Et je me disais, mais moi, je suis vraiment une merdique. Personne me propose les bons sujets. Je fais un truc superficiel. Enfin, j'avais une opinion de moi super basse. J'avais l'impression que tous mes collègues étaient beaucoup plus intelligents et que moi, j'étais vue comme ouais, la meuf qui vient de la mode, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais oh! Tu vois les études que tu as faites, tu vois le bagage culturel que tu as, le mémoire que tu as écrit, le livre que tu as écrit. C'est bon, en fait. Genre, tu l'as. Faut juste que tu le montres. Parce que les gens sont pas dans ma tête. Ils peuvent pas savoir que j'ai fait ce livre, que j'ai fait ce mémoire, que j'ai fait ces études, que je connais ci, ça, si j'en parle pas. Et c'est vrai que j'avais pas forcément le temps parce que j'avais toutes mes collaborations. Donc je me dis, bah, le mieux, c'est d'avoir des collaborations qui te permettent d'exprimer ça. Mais il faut. Moi, en fait, dès que je me fais prendre de haut, ce qui arrive encore souvent, ça me donne du carburant pour prouver aux gens qu'ils ont tort. Génial, Et j'adore. c'est vrai que je continue à me faire prendre de haut à cause de mon apparence et de mon style, ça c'est sûr. Parce que je suis coquette, parce que j'aime bien m'habiller, parce que voilà. Mais voilà, en fait, c'est l'histoire d'une vie, donc ça va pas changer. C'est Ça sert à toi rien de se aussi. battre, faut en faire une force. C'est ça, ton style. Enfin, tu as jamais dit que tu étais une blogueuse mode. Tu as été associée à la mode, mais pour moi, tu n'en En es fait, pas moi, j'ai fait une. ça par défaut parce que moi, j'aurais adoré. Mais en fait, par défaut, oui, non, parce que j'aime aussi les vêtements. J'étais aussi contente de faire des photos de moi et de me mettre en scène, le style et tout ça. En fait, tout ça aurait dû aller avec un pendant histoire de l'art. Et d'ailleurs, sur mon blog, un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait des longs articles Ah, sur j'adorais. le 19e, sur les femmes du 19e. Et les gens adoraient ça. Il y avait deux trucs. Et puis Instagram a enlevé un truc. Et ça m'a fait me sentir incomplète. Et un autre truc, pendant que j'y pense, que j'aimerais vraiment dire aux gens, ça c'est hyper important, c'est une des meilleures leçons. Ça sera jamais parfait, mais il faut le faire. En fait, tu vois, la première fois que j'ai fait une vidéo, si je la regarde aujourd'hui, ouf, ouf. Et je me sens que je m'étais engueulée avec une copine parce qu'elle m'avait dit, ouais, mais ça va pas, ça va pas. Et c'est vrai que ça m'avait blessée parce que c'était ma première vidéo et j'avais besoin qu'on m'encourage. Mais évidemment que c'était de la merde. Sauf que le truc, c'est qu'il faut le faire. Et il faut avancer. Et même quand tu arrives, même là, à mon niveau, c'est jamais parfait. Mais il y a des trucs où je me dis comme ça, bon, bah là, il y a un quoi, il y a un machin. C'est pas grave. Tu le fais, tu avances, tu. Parce que ça ne sera jamais parfait et rien ni personne n'est parfait. Même un truc que j'ai vu récemment, je regardais un film de Romer, Les Nuits de pleine lune, et il y a une scène assez importante à la fin. Alors, je pense pas que ce soit volontaire. Je réalisais que là, c'est, je crois, bah, ouais, un des derniers monologues. Non, c'est pas c'est un dernier monologue, mais il y a un monologue du personnage principal. Et j'ai réalisé qu'en fait, la mise au point, elle est sur le mur derrière. Elle n'est pas sur elle. Putain, si un film comme ça, sur une scène comme ça, il y a une erreur, tranquille. Tu peux y aller, quoi. Tranquille, exactement. Mieux vaut fait que parfait. Mm. Voilà, ouais, c'est Exactement. bien, bien dit. Puis Ah ben surtout, en ça, c'est fait, un on est sur mantra. les réseaux sociaux, on n'est pas en train de concourir aux Oscars, quoi. Les gens, Puis ils même nous aux regardent Oscars. en bouffant, en prenant le métro, en se lavant les dents, enfin, voilà, quoi. Oui, ils vont pas faire attention à la petite truc qu'il y a sur le Non, côté, quoi. et ceux qui le font, parce que c'est très, très, très français, de venir, on m'a déjà repris, tu vois, pour des vidéos de 15 minutes, je fais une faute d'orthographe dans la légende, il y a des gens qui reprennent tes genres. Et là, dans ce cas-là, je leur réponds, je lui dis, waouh, vraiment, votre vie, elle doit pas être sympa, hein. Parce que, putain. Ah là là, laisse tomber, ça c'est un truc. Et du coup, forcément, tu as une vision très personnelle de la mode. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi la mode, le style? Tu nous as un petit Mhm. peu expliqué en filigrane tout à l'heure que le vintage c'était fort pour toi et que tu avais un style déjà très personnel, un peu plus jeune. Comment est-ce que tu en parlerais aujourd'hui? Pour moi, la mode, une forme d'expression de soi, une forme qui est vraiment la plus visible parce que c'est ce qu'on repère de quelqu'un en premier, comme il est habillé. Et je dirais que c'est un amusement. Ça me permet de changer de personnage tous les jours, de refléter ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Enfin, toutes les inspirations du moment sont reflétées.
Et c'est pour ça que moi, j'ai pas un style. Et d'ailleurs, j'aime pas trop les écoles. Tu vois, le vintage, c'est un truc. À la fois, j'aime bien le vintage, et en même temps, j'aime pas parce que j'aime pas du. Enfin, moi, sur moi, en tout cas, j'aime pas du tout les gens qui sont seulement dans un style, dans une époque. Je trouve que c'est très fermé d'esprit. Et je déteste la panoplie, en fait. Et il y a des moments dans ma vie où je me suis approchée un peu de la panoplie et c'était des moments où en fait, quand tu appréhendes un nouveau style, souvent tu as, tendance à le faire en total look et ensuite tu le digères mais, et donc, si tu regardes mon dressing, moi j'ai... Alors évidemment, il y a des trucs, des influences qui se ressentent souvent et les années 60-70, c'est toujours plus ou moins en filigrane. Mais j'aime bien avoir plein de choses différentes, quoi. C'est fun. Voilà, là en ce moment, j'aime bien, j'ai des influences, genre, j'aime bien un peu ce qui est coréen, j'aime bien le noir, le cuir, des trucs un peu plus radicaux. Bah, dans un mois, c'est peut-être autre chose, quoi. Tu dois avoir un dressing de fou. Énorme. Comment tu fais pour l'organiser? Il est organisé par couleur. Alors, j'ai deux portants, là, il y a mon mec qui dort à côté, là, donc... Enfin, il dort pas, d'ailleurs, parce qu'il est midi 15, mais il est dans la pièce à côté. Donc, je peux pas te montrer, mais j'ai deux énormes portants bourrés à craquer. Il y en a un où il est plus haut, donc il y a les trucs longs, et l'autre où c'est plus court. Bah, c'est par couleur. Voilà. Il y a Et puis beaucoup de robes. ensuite, j'ai une commode et une sorte de placard qui sont bourrés à craquer. Ouais, j'ai beaucoup de robes surtout, ouais. Ouais, beaucoup de robes. Tu as toujours des tenues incroyables et qui sont toujours en lien Merci. avec ce que tu racontes. Comment J'essaye, tu j'aime fais? bien. En fait, au début, je crois que les gens sont cool parce qu'ils arrêtent de me le dire. Mais au début, je pouvais être un peu vexée parce que les gens me parlaient que de mes fringues dans la vidéo. J'étais genre. Mais oui, c'est sûr que j'aime. Ça fait partie du. Qu'est-ce que je vais mettre? Non seulement ça peut aller avec le sujet, mais ça va aussi. Ça peut me donner éventuellement une assurance. Euh, Hier, par exemple, je suis passée au showroom de H&M. Ça fait longtemps que je les connais. Je les ai connus grâce à Instagram et les personnes qui travaillent là-bas, notamment Thomas, sont des gens extraordinaires qui ont exactement la même vision que moi de la mode et avec qui on s'entend trop bien. Et je suis passée chercher le stylisme de mes prochaines tenues parce que de shooting, parce que je sais que chez eux, déjà, comme il y a des collabs différentes avec des designers, c'est toujours des trucs différents et je vais toujours trouver des choses que je vais adorer et que je vais porter dans la vie après. Et là, ouais, ça m'a amusé de choisir. Alors pour ça, on va faire ça, pour ça, on va faire ci et tout. Il y a eu une période où je mettais des grandes, grandes robes couture, c'était génial aussi, hein. Mais je pense que aujourd'hui, je le ferai plus, en tout cas pas tout de suite, parce que j'ai besoin d'être à l'aise aussi. C'est un truc dont je me suis rendu compte. Il faut pas être avalé par le vêtement. Et il faut pas que le vêtement prenne trop, trop de place non plus. Et donc, c'était extraordinaire d'avoir eu ces grandes robes couture et tout. Ça attirait l'attention, je pense, dans les premières vidéos. Mais aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec des vêtements dans lesquels je peux vraiment bouger. J'aime bien les costumes. Les costumes, c'est le mieux parce que là, d'un coup, tu as une autorité naturelle et voilà, ça c'est. Mais c'est sûr, c'est. Puis en fait, moi, je suis plus à l'aise dans, je dirais, la culture parce qu'il y a des gens, dans l'art contemporain, en tout cas, les gens ont un style. Ça, c'est. Mais ce que j'adore dans ce milieu, c'est que les gens ont un style, mais que contrairement à la mode, parce que moi, j'aime pas trop le milieu de la mode, tu peux remettre ce que tu veux. T'es pas obligé de t'habiller à la mode. T'es pas obligé d'avoir des trucs. En fait, ce que j'aimais vraiment pas dans la mode, parfois ça m'arrive encore d'être invitée à des trucs, mais pour le coup, c'est drôle parce qu'autant la culture aime bien avoir le côté mode, même si ça peut mettre dans une case, autant la mode, dès que t'en sors, c'est genre bye, ciao, genre on t'a oublié. Mais quand tu vas dans des événements mode, donc, bah, en fait, comme les marques cherchent à être le plus visibles, habillent les influenceuses, du coup, c'est un peu ce que j'appelle le concours de beat, quoi. Tout le monde est là avec genre le truc le plus neuf possible, tu vois, le truc le plus de la dernière du. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Et ça me mettait mal à l'aise. Et le pire, c'est que tout le monde est mal à l'aise dans ces milieux. Moi, j'ai envie de. Ouais, si je veux remettre ça 3 jours de suite, je le fais. Si je veux porter un truc de la saison dernière, d'il y a 10 ans, de 20 ans, je le fais. En fait, le truc, c'est que je ne sais même pas, je ne suis pas du tout au courant de ce qui est à la mode. C'est pas une pause, hein. Je ne suis pas les défilés. Donc, je sais un peu qui est à la tête de quelle maison, mais je ne sais pas ce qui est à la mode. Et tu t'en fous. Ouais, après, ça pourrait m'intéresser. Je suis sûre que ça pourrait me donner de l'inspiration.
Donc, c'est pas un truc de ouais, non, moi, j'en ai rien à foutre. Non, c'est juste que je suis pas au courant. Voilà. Tout comme dans la musique, c'est vrai que je suis pas hyper au courant des groupes actuels, des trucs comme ça. Je suis dans ma bulle et moi, mon inspiration, elle vient pas de là, quoi. Elle vient d'où? Un peu partout. Je redécouvre Pinterest en ce moment parce que malheureusement, comme je disais, moi, Instagram, ça m'inspire plus parce qu'en fait, comme beaucoup de gens, Instagram, je sais pas si c'est pareil pour les gens qui ne travaillent pas sur Instagram, mais Instagram, c'est une source d'angoisse en fait. Donc j'y vais que très peu. Tu as remarqué, parfois, je mets 3 jours à te répondre parce qu'en fait, pendant ces 3 jours, je vais pas sur Instagram parce que j'ai pas envie d'y aller. Et j'ai réalisé ça, j'ai fait une grosse pause cet été. J'ai réalisé que bah, j'étais très contente et que j'allais garder ce truc d'être le moins possible sur les réseaux, juste pour faire le strict minimum pour travailler. Et en fait, ça m'inspire plus parce que enfin, tout est mis en scène, tout est fake, tout le monde le sait. Enfin, on ne sait pas si ce que les gens postent, c'est leur style ou si c'est un partenariat. Enfin, je sais pas. Donc, moi, j'ai redécouvert Pinterest et je préfère. Je pine des trucs. Et c'est plus ma source d'inspiration en ce moment. En dehors, évidemment, des films, des livres et tout, quoi. Ça marche. Et tu penses que c'est ce manque de transparence qui fait qu'aujourd'hui Instagram ne t'inspire plus? Non, c'est pas un manque de transparence, c'est juste que Instagram a, on est tous, on se montre tous sous notre jour le plus policé, le plus parfait. Et d'ailleurs, moi aussi, hein, j'ai commencé à faire des vidéos spontanées au téléphone portable parce que j'ai réalisé qu'en fait, les gens pensaient que j'étais vraiment cette personne parfaite qui est là dans ses émissions, ça bouge pas, il y a pas, enfin, tu vois, tout est poli, mais je suis pas que ça. Je suis quelqu'un qui aime bien déconner aussi, qui est beaucoup plus spontané et truculente qu'on imagine. Donc, mais en fait, ça, c'est pareil pour tout le monde. Même, en fait, le truc, c'est que même la plupart des gens, un truc par exemple que j'ai remarqué, c'est ce truc qui fait que quand les gens vont pas vivre des vies d'influenceurs, alors oui, ils vont montrer les meilleurs trucs sur leur Instagram souvent, c'est pas le cas de tout le monde, on va pas faire de généralité. Et puis ils vont partir en week-end, je sais pas, à Rome, et là d'un coup, ils vont se mettre à devenir des influenceurs. En fait, c'est humain, on fait tous ça. Sauf que du coup, ça a tué l'authenticité. Et puis de toute façon, avec l'algorithme, ce qui est mis en avant, c'est le contenu comme ça. Donc, même si les gens veulent poster des trucs, ben, on les verra pas. Et moi, j'aimais bien cette époque où tu suivais des gens, un peu comme les blogs, tu suivais des gens. C'est un peu, je sais pas, ils t'intriguaient, ils t'inspiraient, tu avais envie de savoir. Bah, je suis inspirée par plus personne sur Instagram, plus personne. À part, évidemment, culturellement, mais en termes de style, il y a personne dont j'attends les posts avec impatience. Ouais. Je sais pas Alors que pour sur toi, mais moi, ça m'inspire, euh, quoi. mon rapport aussi à Instagram a changé récemment et Pinterest, c'est vrai, j'aime bien aussi Pinterest parce que c'est un petit peu plus Entre deux ouvert. pubs pour Temu. Non, mon Dieu, ne m'en parle pas de ça. T'en penses quoi d'ailleurs de l'actualité? Qu'est-ce que tu en penses, toi? De quoi? Chine aux Galeries Lafayette. Bah, c'est. En fait, il y a plusieurs trucs. D'un côté, moi, je trouve ça lamentable, évidemment, parce que ces marques, je dirais à 80%, je trouve ça lamentable. Parce que ces marques sont en train de tuer la planète, de tuer beaucoup de choses, enfin, c'est désastreux, c'est de la merde. C'est fabriqué dans des conditions qui sont humainement, mais abominables et déplorables. D'un autre côté, il faut pas faire de mépris de classe non plus, en fait. Il y a aussi ça aussi, la mode qui est accessible à un plus grand nombre et donc voilà. Il y a des choses, Plus nuancé, mmh, carrément. ouais. Et alors, pour revenir enfin, par rapport à ce que tu nous as expliqué, donc, on a bien compris qu'il y avait 4 pistes dans ton parcours et que bon, il y en a certaines qui se sont un peu éteintes et d'autres qui ont pris le pas. Tu aimes toujours autant écrire, tu as fait ce livre qui est fabuleux, tu as tes scripts que tu écris pour tes vidéos et cetera. Comment est-ce que, quand tu contactes un musée ou quand un musée te contacte, tu décides, tu as parlé de refuser tout à l'heure des collaborations, comment est-ce que tu sais si tu vas le faire ou pas? Et comment ça fonctionne pour toi, en fait? Comment est-ce que tu Oh bah, t'organises par rapport à je le ça? sais souvent. Bah, déjà, ça va dépendre de si je suis libre. Moi, ça se décide très en avance, donc mon emploi du temps, il va être, rempli 3 mois à l'avance, quoi, en gros. Parce que dès que je vais accepter une collaboration, je vais planifier toutes les étapes de travail et puis voilà. Donc il y a ça, mais il y a surtout, est-ce que le sujet m'intéresse? Est-ce que j'ai des choses à dire?
C'est ça le truc. Ça m'est arrivé, oui, de refuser des trucs où je me dis: «En fait, je crois que ça m'intéresse pas, quoi». C'est rare parce que franchement, moi je suis comme je te disais, je suis, curieuse, tout m'intéresse. Je refuse quand même aussi, ça faut le noter, je refuse quand il y a des accords d'ordre politique. Par exemple, tout ce qui est les cités immersives, financées par Pierre-Édouard Stérin, j'ai été plusieurs fois contactée, je refuse. Moi, je refuse de m'associer à un agenda d'extrême droite, qui veut, infuser la culture, non, ça c'est voilà, des choses comme ça. J'ai aussi refusé des partenariats avec l'Arabie Saoudite pour le tourisme parce que c'est non, voilà, et puis ensuite comment je procède? Bah, comme je te dis, il y a les réunions, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 jours là d'écriture de script. C'est pas énorme, moi j'écris vite. Parfois j'ai plus de temps, mais je sais que là, c'est un sujet qui est vraiment fixe, donc je sais que je pense que 2 jours, c'est bien. Mais faut pas louper le coche, quoi. Oui, parce que sinon comme tu as tout Ah mais planifié à là, surtout que l'avance. là, je suis en position où je peux pas me permettre d'être décalée, en fait. Genre, c'est juste pas possible. Donc, faut vraiment que ça le fasse. Et quand ça ne le fait pas, comment tu fais? Quand tu as une panne Je peux pas d'inspiration? savoir. Je peux pas savoir. Ça t'arrive jamais d'avoir des moments où tu doutes un peu, où tu es dans le Bah si, flou et bien sûr. Mais, je suis pas en retard, je fais en sorte que les choses arrivent. Mais j'ai de la chance, je me rends compte en travaillant parfois avec d'autres gens, en fait, je suis extrêmement rapide. J'ai la chance d'avoir, c'est peut-être la neurodivergence, mais, je suis vraiment rapide. Donc ça, c'est un gros plus. Je peux du coup aussi arriver à saturation et exploser, mais j'ai un carburant qui est, mais aussi, c'est les choix que j'ai faits cette année, c'est juste pour justement pas exploser, psychologiquement ou du coup, avoir des comportements excessifs, par exemple avec l'alcool ou la fête, pour un peu, arriver à contrebalancer. Maintenant, j'ai une super bonne hygiène de vie cette année et c'est vrai que ça me permet d'arriver à garder ce rythme intense sans craquer. Et ça, c'était le truc, vraiment important. tu es Parce que heureuse la vie de aujourd'hui. Pardon. freelance, quoi? Vas-y, vas-y. La vie de créatrice de contenu, en tout cas, culturel, c'est intense, hein. Faut être, heu, faut être prêt. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui, je suis très contente de faire ce que je fais. Je pense que je serais full heureuse si j'avais pas cette angoisse au bide de pas savoir si mon métier va perdurer à cause de l'algorithme. Ça, c'est très dur à vivre et c'est une énorme source d'angoisse parce qu'en fait, c'est volatile, on est déjà face à un algorithme qui, veut nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, plus notre communauté est ancienne, plus c'est dur. Si on fait du contenu à la caméra, c'est dur. Si c'est long, c'est dur. Et il y a tous les jours des nouvelles personnes qui veulent arriver à cette place aussi. C'est pas facile ça. Et tu envisages l'avenir du coup? Tu l'envisages, au sens, tu mets en place un plan B dans ta tête au Bah, en moins? fait, c'est ça le truc, c'est que bah, bof, parce que j'ai assez peu le temps de me pencher là-dessus, quoi, vu que je suis tellement passionnée par mon travail. Pour le moment, mon plan B, c'est YouTube, mais c'est pas. Alors après, contrairement à avant, où j'avais une angoisse terrible avec le Instagram juste avant la culture, de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Là, je sais que si ça marche pas, moi, j'ai des compétences en production vidéo qui sont chambées. Je peux faire une boîte de production. Ça peut, ça peut être un plan B. Euh, Carrément. voilà. Puis tu as pas mal d'exemples en plus, de vidéos que tu as tournées celle sur le surréalisme, elle était juste incroyable. Ah mais si! Ouais, voilà, non, mais je sais faire des trucs. Je pourrais même travailler pour des créateurs, quoi, d'ailleurs, de contenu, je veux dire. Tu vois? Enfin, Mais donc en heu, sachant ça, tu te dis quand même que tu j'ai as vu il y voilà a les pas longtemps, il y a une fille, qui me disait: «Ah ça y est, j'ai step up, je travaille sur Instagram avec avec une équipe et tout» et je trouvais ça touchant parce que chanter pour elle, c'était important et je comprends trop ce sentiment et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir aussi de me dire: «Bon, bah, je vois que si step up, ça veut dire faire de la caméra, putain, c'est cool, ça veut dire que c'est encore relevant, les trucs qu'on fait». Mais après, tu vois, j'ai trouvé que, le résultat, c'est pas elle, hein, qui l'a fait, ça cassait pas 3 pattes à un canard et j'ai repéré quelques erreurs de trucs. Je me dis: «Putain, mais moi, j'aurais pu lui faire, mais tellement mieux, en fait». Genre, en vrai, si j'ai plus de taf, je vais commencer à bosser pour des créateurs. Tu vois? C'est aussi un donc tu l'as ton plan B en vrai. voilà.
Ouais, ouais, surtout, moi, j'aime bien aussi être derrière la caméra. J'aime bien pas être au centre. C'est beaucoup de pression quand tu es au centre du sujet, hein. C'est sûr. Puis le simple fait d'apprendre tes textes déjà ou tu as un prompteur? Comment tu travailles? Non, non, j'apprends à chaque fois juste avant. Mais phrase par phrase, hein, pas des machines. Mais ça se sent pas en tout cas. Tant mieux. Tant- Alors si tu devais recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais de différent? Rien. Moi, je trouve que c'est un parcours, en fait, je pense que c'est un parcours qui m'a choisi. Je sais pas si on peut parler de destin ou autre. Mais c'est aussi pour ça que pendant longtemps, j'ai jamais été au devant des choses. C'est que j'ai eu l'habitude que ma vie me choisisse, en fait. Que ce soit le Japon, Internet, c'est venu à moi, hein. Moi, je l'ai pas cherché. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et je le referai pas du coup parce que j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Tu te verrais dans quel autre métier si tu n'étais pas créatrice de contenu culturel? Très bonne question. Tu faisais des études d'histoire de l'art au départ? Ah ouais, mais alors j'aimerais pas être dans ce métier, hein. Oh, c'est dur. Et puis, c'est quand même vachement gatekeepé par les hommes encore, hein. Dans la conservation et tout, pas. Bah, la com des musées, c'est cool en fait, franchement. Mais bon, c'est le même milieu en fait. Donc, c'est pas un. Non, je sais pas. Je peux pas te Tu dire. serais tu parfaitement à ta place aujourd'hui et Ouais, maintenant. j'aime beaucoup là où je suis. Ça marche. Et qu'est-ce que tu penses de, enfin, quand tu aujourd'hui, tu gagnes ta vie parce que donc les musées t'achètent des vidéos, Mhm. t'achètent de la visibilité. Quels sont, selon toi, les moyens de monétiser son audience qui sont les plus intéressants? Parce que tu as testé pas mal de choses, les newsletters payantes, des choses comme ça. Non, j'ai Qu'est-ce jamais qui fait ça. ah, c'était Non. Ah, j'avais fait sur Patreon, Patreon? pardon, oui, c'est vrai. Ouais, Euh, En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de trucs comme ça. En fait, c'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, le truc, c'est que moi, je suis pas une stratège. Moi, je suis une créative. Donc, tous ces trucs un peu de stratégie, d'ailleurs, c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a manqué dans la vie. Mais c'est difficile à répondre pour moi parce que je peux le voir que à travers mon propre prisme. Je fais pas de stratégie. Mais je pense que en tout cas pour moi, les newsletters, les trucs à souscription, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a tellement que c'est pas facile de demander aux gens de s'abonner à un énième truc, quoi. On est déjà à avoir je sais pas combien d'abonnements dans tous les sens. C'est difficile, quoi. Moi, je trouve le mieux pour moi, c'est de ne pas faire payer ma communauté. Ça, c'est ce que je préfère. J'ai eu énormément de chance qu'on me soutienne sur Patreon pendant le Covid parce que c'était ma seule source de revenus et vraiment, je remercie chaque personne qui m'a donné un peu de ses sous parce que c'était une super preuve d'amour. Mais je j'aime pas le faire. Et j'aimerais. Et d'ailleurs, je ferai pas de trucs payants jamais sur Instagram ou sur TikTok. Je veux dépendre des institutions ou YouTube des pubs, mais pas des gens. Même si quelque part, c'est vous qui financez puisque beaucoup des institutions avec lesquelles je travaille sont publiques. C'est vos impôts! ça c'est très drôle pour le coup. Tu es financé par les impôts. Elle est Oui, bien quelque notre part, c'est métier. vrai. Ah bah oui, forcément. Non, non, mais c'est sûr. Génial. Écoute, je suis ébahie par ton parcours et je suis trop contente d'avoir échangé avec toi. Bah, moi aussi, merci. Euh, Ma chère Louise, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était super intéressant et je pense que les personnes peuvent vraiment se reconnaître en ton parcours, même si elles ne sont pas créatrices de contenu culturel. Parce que pour le coup, être entrepreneur aujourd'hui, c'est vraiment passer par les mêmes doutes, les mêmes phases de Mmh. questionnement et de remise en question. Est-ce que pour terminer cet épisode, tu aurais 3 conseils, 3 apprentissages, 3 choses à dire qui te paraissent importantes quand OK. on aime travailler dans sa passion et qu'on veut en faire un métier? Alors, oui. Donc, il y en a un, je pense le plus important, et je m'adresse surtout aux femmes, le syndrome de l'imposteur à la poubelle. OK. Ayez la confiance en vous d'un homme moyen hétéro, parce que les hommes ont aucun problème à pondre des trucs euh, dans le domaine public, enfin, tu vois, face à une audience, et ils se disent pas ça va être de la merde. Les femmes, c'est quasiment tout le temps, on s'excuse presque d'avoir fait des choses. Non, allez-y, stop, pas de syndrome d'imposteur.
vous vous voyez tellement plus pire que ce que vous êtes. Enfin, il faut lutter contre ça. Et même, je trouve comme si ça peut vous inspirer ce que j'ai fait, en gagnant des compétences comme la technique, par exemple, ce que j'ai dit, mais ça peut être autre chose dans vos domaines, vous allez avoir confiance en vous parce que vous allez réaliser que vous pouvez le faire et que vous pouvez même être forte. Et c'est une mentalité de ouais, je peux le faire et je vais le faire, truc de guerrière qui fait du bien. Deuxièmement, ça c'est très important, ce sera jamais parfait. Il vaut mieux faire les choses. Beaucoup de gens, je pense, n'osent pas en se disant ouais, mais je n'arriverai pas, je suis pas au niveau. En fait, il faut bien commencer quelque part. Par exemple, les gens que vous voyez, les grands youtubeurs, les machins, ils ont commencé à faire des vidéos pourries. Donc, quel que soit le domaine, il faut bien commencer quelque part. Et oui, ce sera pas terrible au début, mais c'est pas grave. Après, on apprend, on évolue, on fait mieux. Mais l'essentiel, c'est de le faire parce que la plupart des gens hésitent et finissent par jamais le faire. Et moi, j'insiste beaucoup toujours sur go, go, go. J'adore. Et puis le troisième, putain, je l'avais tout à l'heure, j'ai oublié entre-temps. Qu'est-ce que c'était le troisième? Ah oui, le troisième, c'est que, bon, là, une fois que vous avez les deux autres, on va pas se mentir, faut travailler. Faut travailler et il faut pas baisser les bras. Et en fait, c'est aussi un truc, en tout cas dans le cadre de la création de contenu, c'était pareil à l'époque des blogs, les gens se disent « Ah, je vais le faire et tout ». Et dès que ça devient un peu dur, parce que ça marche jamais dès le début, les gens, ouais, non, tac, comme ça, même ligne. Jamais, jamais arrêter. Et c'est énormément de travail et il faut être sûr d'avoir les épaules pour ça. Voilà. J'adore tes 3 conseils. Merci beaucoup, Louise. C'était Merci. génial. Merci infiniment pour ton temps, pour tout ce que tu as partagé avec nous. C'était vraiment une grande fierté de t'avoir dans le podcast. Ah, merci, je suis ravie. Je vais quand même dire aux gens que ça a été épique parce que tu voyages tout le temps. Ouais. Et donc, je suis très contente qu'on ait réussi à trouver ce moment-là. Donc, compliqué, hein, doublement merci. Beaucoup en fait, comme je te dis, je t'ai expliqué, le matin, c'est là où je dois faire tout ce que je peux pas faire l'après-midi. Donc, en fait, ça se remplit hyper vite. Et le truc, c'est que parfois, du coup, le matin, je vais avoir des visites d'expo, je vais avoir des rendez-vous de boulot. Tous les trucs que je peux pas faire l'après-midi, je les mets là. Et du coup, ça fait, par exemple, là, tu vois, j'ai pas pu faire mes mails, j'ai pas pu m'occuper des réseaux sociaux, j'ai pas pu faire tout ça. Il va falloir que je le fasse en quatrième vitesse pour pas déborder après sur... voilà. Mais C'est d'autant plus je précieux. suis ravie d'avoir pris ce temps, hein. C'était vraiment super intéressant d'en parler avec toi. Et je te Merci remercie beaucoup. pour ton intérêt aussi, parce que je ne savais pas que j'avais des trucs à dire intéressants à ce point-là. Bah écoute, tu Pour les reviens gens. quand tu veux en tout cas. C'était C'est vraiment un gentil. grand plaisir. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès pour l'année à venir alors, parce que Merci. manifestement, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, oui, ouais. J'espère. Toi aussi, je te souhaite beaucoup de succès, hein. Écoute, Merci beaucoup. plein d'invités passionnants Je te remercie et beaucoup en tout cas. plein de gens qui regardent. Merci beaucoup, Louise. À très Merci. bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. J'étais, comme je vous le disais, vraiment très fière de pouvoir vous le proposer, car Louise est une source incommensurable d'inspiration pour moi. Ses vidéos, ses tenues, sa culture sont autant de richesses qu'elle distille à la fois dans ses vidéos sur Instagram, mais aussi sur sa chaîne YouTube. Et je vous invite donc à découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, la qualité incroyable du travail de Louise. Encore merci pour ta venue dans le podcast, ma chère Louise. C'était un grand plaisir de pouvoir t'écouter et j'ai hâte de découvrir les vidéos dont tu parles en teasing à la fin de cet épisode. Avant de vous retrouver la semaine prochaine pour l'épisode 100, une incroyable rencontre là encore, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine.